Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Cette fin d'année 2023 est bien remplie puisque vous retrouvez toutes les émissions avec les conseils de lecture et les coups de cœur de nos invités pour 2023, les meilleurs BD historiques, livres d'histoire antique, moderne, médiévale, contemporaine, meilleurs livres de sciences sociales, à retrouver tout au long de cette semaine et de la suivante sur parolehistoire.fr et sur ce fil. Aujourd'hui, nous partons au Mexique au XVIe siècle pour réfléchir en compagnie de Serge Gruzinski à la diffusion de la langue latine dans le Nouveau Monde. Retrouvez tous les épisodes, mais aussi la boutique en ligne du podcast sur le site parolehistoire.fr, sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Serge Gruzinski. Bonjour. Merci de me recevoir. Vous êtes historien du Mexique, de l'Amérique latine, avec une œuvre importante sur le Nouveau Monde et les rapports entre les colonisateurs, les colonisés et les évolutions de la pensée que ça suscite. Je suis ravi de vous recevoir parce qu'en 50 podcasts, je crois qu'on n'a jamais parlé de cette période du XVIe siècle et du contact colonial aux Amériques. On a un petit peu évoqué le Mexique de l'époque de l'indépendance mexicaine, mais pas antérieurement. Et ça pose évidemment des questions fascinantes. On va parler de votre dernier livre, Quand les Indiens parlaient latin, colonisation alphabétique et métissage dans l'Amérique du XVIe siècle, paru aux éditions Fayard. Ce livre, d'une certaine manière, il est résumé par une épigraphe que vous mettez en tête d'un chapitre, qui est une très belle citation de Montaigne. « Notre monde vient d'en trouver un autre, toutefois si nouveau et si enfant, qu'on lui apprend encore son ABC ». Et cette idée de l'ABC du Nouveau Monde, est-ce qu'on pourrait dire que ça résume en partie le projet de ce livre ? Ça résume, et en même temps, ça dit le contraire, parce que Montaigne, il y avait des informations très filtrées de ce qui se passait de l'autre côté de l'océan, et particulièrement des informations très datées. Donc, il ne savait pas exactement ce qui s'y passait. Et simplement, c'est intéressant toujours, à mon avis, pour le lecteur, de rattacher ces mondes lointains, exotiques, à quelques-uns des classiques qui nous restent de notre culture ou de notre littérature, et justement de les mettre face à face. Que nous dit Montaigne ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Et puis, à partir de là, évidemment, on peut à chaque fois commencer à se poser des questions. Alors, cette idée de l'ABC, malgré tout, elle est au cœur de votre travail parce que vous montrez comment la conquête du Nouveau Monde n'est pas seulement une conquête militaire, mais aussi une conquête alphabétique, une conquête par l'écriture, et que les dispositifs d'écriture jouent un rôle majeur dans l'appropriation des nouvelles terres par la monarchie espagnole en particulier. Est-ce qu'on peut donner un ou deux exemples, vous en donnez qui sont frappants dans le livre, un ou deux exemples de ce que ça veut dire concrètement une colonisation par l'écriture et par l'alphabet ? Je dirais la forme la plus extrême, la plus insidieuse et la plus pérenne de colonisation, c'était cette colonisation alphabétique. Sans écriture, il était impossible de construire un lien colonial, c'est-à-dire de construire un empire de l'autre côté de l'océan. On ne pouvait pas transmettre les ordres, les informations, etc. Et c'est l'écriture qui a en même temps servi à décrire ces mondes nouveaux. C'est elle aussi qui a servi à légitimer ce qui avait été usurpé. Donc on retrouve l'écriture sous toutes ses formes, et il n'y a jamais eu de décolonisation de l'écriture. Tous mes collègues latino-américains utilisent ou des langues européennes ou l'écriture alphabétique, parce que cette écriture alphabétique qui s'est imposée sur le monde américain, elle a éliminé toutes les autres formes d'expression. Je veux dire, les Mayas avaient une forme d'écriture phonétique et des codex pictographiques, il y avait des quipus, il y avait d'autres façons de dire le réel, de conserver les mémoires. Et là, on a un phénomène extrêmement brutal où notre façon à nous d'écrire et aussi de penser, parce qu'avec l'écriture, avec la langue, il y a toute une série de structures intellectuelles qui sont exportées, ça s'est établi, et ça s'est établi jusqu'à aujourd'hui, je veux dire. Et il y a très peu, en même temps, de mouvements critiques ou simplement de mise à distance. Ça nous paraît absolument naturel que les latino-américains parlent espagnol et utilisent comme nous l'écriture alphabétique. Ça ne l'est pas. Il y a des endroits au monde où, par exemple en Chine, l'alphabet n'a jamais réussi à s'imposer. Oui, alors c'est très intéressant parce que vous insistez sur cette idée de changement irréversible, de quelque chose qui se produit, pour lequel il n'y a pas de retour en arrière, et du coup qui change un petit peu la perception qu'on pourrait avoir du XVIe siècle si on restait dans un XVIe siècle européen, où habituellement le récit, même s'il a été retouché, c'est un récit de l'avènement du livre et des merveilles permises par le livre et par la reproduction de l'imprimé. Et là, vous évoquez plutôt les ravages du livre. Alors même avec des guillemets, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ? Je dirais pas les ravages, mais j'ai écrit ce livre parce que j'avais en tête quelque chose que vous vivez, que nous vivons tous, qui est ce que j'appelle la colonisation numérique ou digitale. C'est-à-dire quelque chose qui nous tombe dessus, qui est apparemment irrésistible, contre quoi on peut
pratiquement rien faire et qui s'accompagne entre autres, et moi, à cause de ma génération, j'y suis très sensible, par la disparition du papier. Dans le quartier où nous sommes, la disparition des librairies. Je veux dire, je suis arrivé ici en 67, c'était un paradis rempli de librairies. Aujourd'hui, il ne reste plus que Boulinier et des choses de ce genre. Donc, voilà, on est à Paris, à Saint-Michel, pour les gens qui nous écoutent, et effectivement, on est dans le quartier latin. La librairie des Pufs a été remplacée par une marque de vêtements. Voilà, il y a encore Vrin qui résiste place de la Sorbonne. Mais bien d'autres que vous n'avez pas connus parce que vous êtes venus après, mais il y avait partout des librairies. Bon. J'essaie de comprendre avec mes propres instruments ce que c'est que cette colonisation digitale aujourd'hui. Et ma manière d'essayer de comprendre, c'est de regarder ce qui s'est passé avec cette colonisation alphabétique. Parce que finalement, elle a accompagné un mouvement de conquête, elle a été absolument imposée, elle était absolument irrésistible, et elle a transformé. C'est pas simplement une transformation technologique, c'est pas parce qu'on utilise tout à coup du papier et puis des caractères alphabétiques, c'est pas ça. C'est que derrière cela, il y a des structures mentales qui changent profondément. Et comme j'essaie de comprendre un peu le monde dans lequel je suis, et que je connais un tout petit peu le XVIe siècle, c'est à partir du XVIe siècle, qui est une époque fondamentale pour aujourd'hui, bien plus importante que le XVIIIe, le XIXe et même que le XXe, parce que c'est là que commence la mondialisation. Et si on veut comprendre aujourd'hui, et si on veut faire une histoire qui ne soit plus eurocentrée, qui soit plus provinciale ou nationale, eh bien, il faut tout de même regarder ce qui s'est passé dans ce XVIe siècle. Et cette colonisation alphabétique que ce livre retrace pour le Mexique va continuer sur toute l'Amérique et ensuite va s'étendre à l'Afrique. Et puis, elle va se heurter au monde japonais, au monde chinois, au monde indien, mais elle va aussi fonctionner en Inde. L'expérience mexicaine du XVIe siècle est intéressante parce que c'est le début de quelque chose qui va s'étendre à toute la planète. Et l'arrivée de l'imprimerie au Mexique en 1539, c'est la première fois qu'on a une imprimerie en dehors d'Europe. Eh bien, cette imprimerie, elle va s'imposer en Chine. C'est l'imprimerie de Gutenberg. Même si la Chine a inventé l'imprimerie, le format du livre est le même sur toute la planète. Il y a quelque chose, il y a une histoire qui commence là et qui nous concerne aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous arrivons à la fin de cette histoire. C'est pour ça que, pour moi, c'est important, cette espèce de dialogue et de va-et-vient entre un lointain XVIe siècle, qui est ici absolument caricaturé, et puis le XXIe siècle où nous sommes tous embarqués. Vous dites à un moment de la préface que c'est un livre qui date du temps du Covid et où ce lien distendu avec le papier était encore plus fort parce que vous l'avez composé devant l'écran de votre ordinateur en ayant recours à des sources numériques et que d'une certaine manière ça accroissait encore la réflexion, la réflexivité sur ce moment de basculement. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu des modalités de cette recherche au temps du confinement ? Oui, c'est quelque chose qui... J'enseigne actuellement au Brésil et je travaille beaucoup avec un séminaire d'histoire en Amazonie qui s'intéresse justement à la digitalisation de notre métier d'historien et à la digitalisation de la recherche. J'essaie de comprendre ce que cela modifie justement de passer d'une pratique qui alternait, quand on travaille sur l'Amérique latine, les voyages, les bibliothèques, les pays étrangers, à cette espèce d'accès direct à l'information que nous avons sur le petit écran. Et c'est vrai que j'ai pu rédiger ce livre sans sortir de chez moi. C'est un bouleversement considérable. Je veux dire, sur la longue durée... Thucydide écrivait plus ou moins des livres comme j'en ai écrit jusqu'aux années 90. Et donc, c'est ce bouleversement dont je ne dis pas qu'il soit un progrès ou une régression, mais que j'essaie de comprendre justement à partir du bouleversement qu'apportent des gens ces Indiens lettrés mexicains qui vont entrer dans le monde alphabétique. Et donc, qui vont non seulement utiliser cet outil, comme on utilise un ordinateur, mais dont les structures mentales vont changer considérablement. Et en grande partie parce que ces Indiens non seulement utilisent l'écriture alphabétique, mais parce qu'ils sont trilingues. Et quand vous êtes bilingue ou trilingue, votre cerveau fonctionne d'une autre façon. Et ça modifie considérablement les rapports qu'on peut avoir avec son propre passé, avec la réalité, avec le monde environnant. Alors on a parlé de changement irréversible et en même temps vous venez de citer ces lettrés mexicains, irréversibles mais pas univoques, parce que en fait cette transformation du rapport à l'écrit par l'introduction de l'alphabet latin, de la langue latine, de l'imprimerie dans le Nouveau Monde, produit aussi des choses qui sont peut-être surprenantes, auxquelles on ne s'attendait pas, produit des pensées nouvelles, des réalités nouvelles, y compris pour des indigènes qui à la fois sont dominés par l'écriture mais qui la dominent aussi. Il y a quelque chose comme une ambivalence que votre livre travaille.
Cette ambivalence, si vous voulez, je l'ai beaucoup observée en Amazonie. En Amazonie, vous avez énormément de groupes indigènes dirigés par des leaders, des caciques, qui ont été à l'université, qui ont fait des études d'informatique et qui se battent aujourd'hui avec Facebook, Instagram, WhatsApp pour défendre le monde indigène qui subsiste encore, pour construire des liens entre eux. Et donc j'étais frappé de voir que cette colonisation numérique, digitale que nous vivons, apparemment irrésistible, et que nous vivons d'une façon extrêmement passive ici, finalement, là, dans un cas très particulier que j'ai pu observer, il y avait ce phénomène, non pas d'adaptation, mais d'appropriation. Or, ce phénomène d'appropriation, on le trouve dans le Mexique du XVIe siècle. Ces Indiens qui apprennent le latin et qui parlent l'espagnol et qui parlent la langue des Aztèques, eh bien, à un certain moment, ils vont se servir de cet outil alphabétique pour essayer de conserver tout ce qu'ils peuvent conserver de leur passé. Et tout ce que nous savons des mondes aztèques, des mondes mayas, etc., nous le savons à travers ces Indiens qui ont laissé des témoignages écrits. Autrement dit, c'est l'écriture alphabétique qui nous permet de savoir encore des choses sur ces mondes qui ont disparu. Donc, pour moi, c'est très important je suis un adversaire résolu du décolonial, de montrer la complexité des choses et ses différentes facettes, c'est-à-dire qu'il y a colonisation, il y a soumission, mais il y a tout de même des secteurs qui sont capables de répondre en s'appropriant jusqu'à un certain point ces techniques et qui ont réussi tout de même à faire ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire à nous transmettre des éléments essentiels de leur patrimoine préhispanique. Votre livre s'intitule « Quand les Indiens parlaient latin ». Est-ce qu'on ne pourrait pas dire « Quand des Indiens parlaient latin » parce que ça concerne un groupe social très spécifique. Ces gens qui, souvent issus de familles nobles d'avant la conquête, vont avoir accès, par des modalités qu'on pourra raconter ensuite, à cette écriture alphabétique et au latin. Non, vous avez parfaitement raison, mais c'est un titre volontairement provoquant. Vu l'image qu'on continue à avoir en Europe, en France en particulier, des sociétés indigènes, je veux dire, ou qui sont carrément ignorées, ou qui sont absolument exotisées. Je veux dire, on a beaucoup de peine ici à concevoir que j'ai vécu une dizaine d'années au Mexique, et je me souviens, c'est un des premiers chocs que j'ai eu. J'avais des amis qui travaillaient dans la compagnie mexicaine des pétroles, qui était extrêmement importante à l'époque à cause des gisements considérables qui étaient recensés au Mexique, et de tomber sur un groupe d'ingénieurs qui étaient des Indiens zapotèques. Eh bien oui, on peut être ingénieur de Petróleos Mexicanos, ingénieur dans les sciences du pétrole, dans un domaine absolument de pointe, et appartenir au monde indigène. Et donc c'est pour essayer de mettre ça sur la table. Et ça ne veut pas dire non plus que cette latinisation de ces élites ou de ces Indiens ait été une espèce de bienfait de la colonie. C'est évidemment, on latinise ces élites pour les intégrer, pour en faire des courroies de transmission au système colonial, pour qu'ils puissent fonctionner. Et ça nous permet aussi, enfin moi ça m'a permis de réfléchir aussi sur la question de l'humanisme. Je me souviens d'un texte très important de Peter Sloterdijk sur la domestication, sur la mise en cause qu'avait fait Heidegger aussi avant de l'humanisme, comme finalement une forme de domestication. Or on voit dans le cadre mexicain, et c'est la même chose pour l'école, que l'école, la diffusion du latin, la diffusion d'un savoir classique est absolument associée à un mouvement de conquête et de colonisation. Ça ne veut pas dire que tout ce patrimoine soit à rejeter ou à condamner. Ça veut dire que c'est extrêmement intéressant de voir là des choses qui avaient été décrites il y a très longtemps par Michel Foucault, eh bien, sont mises en œuvre, mais d'une façon beaucoup plus brutale. Parce que là, véritablement, on ouvre des écoles, on met les Indiens à l'école pour créer une société coloniale. Et on fait entrer ces Indiens qui écrivent des vers latins, pour certains, on les fait entrer dans l'humanisme de la Renaissance. Pourquoi ? Pour avoir des cadres, pour un empire colonial qui est le premier empire colonial européen. Donc c'est ça qui m'intéresse, parce qu'à partir de là, on met les choses sur la table, et à partir de là, on peut essayer de discuter et de revenir sur des questions, l'éducation, l'humanisme, qui nous concernent encore aujourd'hui. Alors, dans votre livre, il y a d'une certaine manière plusieurs projets en un, ou en tout cas plusieurs objets, parce qu'il est question d'un livre fondamental, on va en reparler, la Psalmodia Christiana de 1583, il est question d'écoles, il est question des gens qui vont dans ces écoles, et aussi de ceux qui les imaginent, qui les fondent. Alors, peut-être que si on prend ça pour l'instant comme porte d'entrée, il faut dire un mot de ce projet des conquérants espagnols, d'ouvrir des écoles qui ne va pas de soi quand on y réfléchit, pour plusieurs raisons. D'abord, ça ne va pas de soi qu'on va éduquer les gens qu'on a conquis, ou une partie des gens qu'on a conquis. Ça ne va pas de soi non plus qu'on va diffuser
diffuser au sein de ces sociétés la parole divine, qu'on va même traduire dans leur langue la parole divine, parce qu'il y a un paradoxe qui est très frappant dans votre livre, c'est qu'au moment même où en Europe, l'Église, en particulier de la contre-réforme, restreint l'accès aux textes sacrés, on doit le diffuser au contraire aux Amériques. Donc là, il y a quelque chose qui est très paradoxal, qui travaille ce projet d'éducation coloniale en quelque sorte. Non, en effet, en Amérique se joue une autre histoire que nous voyons toujours à travers des filtres ou des caricatures. L'instrument, l'éducation, la latinisation pour les élites n'a pas été n'a pas été développé pour des raisons de proximité avec les Indiens ou d'admiration des cultures indiennes. C'est évidemment conçu comme un instrument de pouvoir. Les Espagnols en Amérique sont une infime minorité. Il y a des millions d'Indiens. Il faut administrer, il faut créer, et ça, on l'oublie aussi. Et les gens du 19e siècle, les historiens du 19e et du 20e, que c'est la première société coloniale du monde occidental. Jamais l'Europe n'avait créé de société coloniale. Créer une société coloniale de toutes pièces, eh bien, il faut avoir des cadres. Et pour avoir des cadres, il faut les éduquer. Un monde comme le monde espagnol fonctionne sur un codex de loi. Bon, les lois sont, les bases de la législation sont en latin. Les bases du savoir médical sont en latin. On a donc besoin d'avoir des cadres qui puissent fonctionner dans une bureaucratie coloniale, et pour cela, l'importance du latin. Mais il y a aussi l'autre versant, qui est pour nous difficile à comprendre, c'est que dans le monde espagnol et dans le monde portugais, la christianisation est indissociable de la conquête et de la domination. C'est-à-dire, on colonise les individus pour les intégrer à l'Église et pour sauver leur âme. Et ça n'est pas un alibi, c'est quelque chose qui fait partie, il y a une continuité absolue entre le temporel et le spirituel, qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs dans le monde musulman, sous des formes fondamentalistes, mais cette absence de rupture, elle est là, toujours présente. Et donc, christianiser les gens, c'est leur donner l'accès à la parole divine. La parole divine est en latin, il faut donc qu'ils puissent connaître le latin. Et donc, il y a ces choses ces démarches et ces stratégies qui nous surprennent beaucoup à cause justement de cette façon que nous avons de juger la colonisation à partir du 19e siècle et à partir de formes qui sont des formes britanniques, françaises ou allemandes. Là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus complexe et qui explique aussi aujourd'hui pourquoi finalement l'Amérique latine, colonisée, détruite, etc., tout de même et continue de produire une culture extraordinaire, musique extraordinaire, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est construit là-bas. Tout n'a pas été détruit. À la différence d'ailleurs de ce que nous avons nous-mêmes Français pu faire en Afrique, et on voit aujourd'hui les résultats désastreux de notre colonisation. Cette colonisation du Nouveau Monde, elle fait suite à des processus liminaires qui ont pu les préparer, en particulier à Grenade, lorsque les rois catholiques conquièrent Grenade à la fin du XVe siècle. Eh bien, il y a déjà cette expérience de devoir convertir des gens, de devoir transmettre le latin et transmettre l'alphabet, transmettre un certain nombre de codes culturels. Et du coup, vous montrez qu'il y a une forme de transposition au Nouveau Monde, de réflexion ou d'institution qui avait déjà été un peu expérimentée dans ce cadre-là. Et d'une certaine manière, sur ce plan-là aussi, on pourrait dire que l'Amérique coloniale prolonge l'Occident médiéval par certains côtés. Absolument. De toute façon, la différence que nous faisons entre temps moderne et Moyen-Âge n'a absolument aucun sens. Il est même absurde qu'on continue aujourd'hui au XXIe siècle à observer ou à même discuter de ces périodisations. L'expérience de Grenade a été extrêmement forte parce que ça mettait des Européens face à un autre monde. Mais un autre monde qui n'était pas si différent, puisque c'est un monde du livre, c'est un monde du livre, c'est un monde de l'écrit. C'est un monde du livre et qui partage énormément de choses avec la chrétienté. Donc il y a eu une espèce de phase d'essai dans une situation qui est tout de même beaucoup plus favorable, avec les populations conquises de Grenade beaucoup plus restreintes, et qui a été fondamentale pour expliquer les réalisations de cette colonisation. Puis il y a un autre élément qui est lié non pas à l'Espagne, à la péninsule ibérique, mais au nord de l'Europe. C'est-à-dire que ce système éducatif, cette idée de coloniser
de civiliser les gens à travers l'école, elle vient de l'Europe du Nord, elle vient des frères de la vie commune, elle vient de ce monde des Pays-Bas. À l'époque, les Pays-Bas espagnols ou les Pays-Bas protestants étaient unis, il y avait une continuité, et c'est un immense foyer de culture. Or, les modèles viennent de cette Europe nordique où on met en place le système scolaire moderne. Et je relisais Foucault dans Surveiller et punir. Il est intéressant de voir que Foucault a bien vu cette mise en place, mais Foucault n'a jamais regardé du côté de l'Amérique. Or, entre ce que vont perfectionner les jésuites, qui est la deuxième phase à la fin du XVIe au XVIIe siècle, il y a l'expérience américaine, où sur des populations gigantesques, eh bien, on met en place un système scolaire. Et on scolarise à la fois, comme en Europe, les élites, mais on scolarise aussi les classes populaires. Alors évidemment, là, c'est uniquement le catéchisme, les prières. Mais on va ouvrir des écoles partout. Et cette multiplication des écoles, elle n'aurait pas été possible sans l'expérience de l'Europe du Nord. L'expérience d'une école, c'est pas simplement une salle de classe, c'est aussi un dortoir. C'est aussi des façons de répéter les cours, c'est aussi une vie collective. Et tout cela avait été expérimenté dans cette Europe nordique du XVe siècle. Elle arrive à travers des franciscains flamands. Et donc, ça explique aussi, avec ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire il y a aussi l'expérience du royaume de Grenade, comment au Mexique, on ne part pas de zéro. C'est-à-dire on a déjà des éléments, même si on se trouve devant une réalité beaucoup plus complexe, parce que les mondes indigènes présentent non seulement une espèce de rempart linguistique, il y a énormément de langues indigènes à maîtriser, mais en plus parce que le monde indigène est un monde absolument, cette fois-là, différent du monde occidental ou du monde musulman. C'est-à-dire c'est une partie du monde qui s'est développée à part, et donc son rapport à la réalité, sa façon de concevoir et d'imaginer absolument différente du monde européen. Alors vous montrez que dans l'une de ces premières écoles à Texcoco, je ne sais pas si je prononce bien, à côté de Tenochtitlan, Mexico, c'est là où donc des religieux flamands ouvrent l'une des premières écoles pour les élites indigènes qui vont être latinisées. D'une certaine manière, ils sont dans un monde totalement nouveau, mais ils peuvent quand même s'appuyer sur des éléments antérieurs à la conquête qui leur facilitent un peu la tâche. Le fait que les enfants de ces élites d'avant la conquête avaient déjà une éducation, il y avait déjà des traditions éducatives, que finalement, aller en internat n'est pas totalement impensable. Autrement dit, qu'il y a déjà un moule ou des formes préexistantes éducatives avec lesquelles ils vont pouvoir travailler peut-être plus facilement pour ouvrir leur école et pour scolariser ces enfants. Vous avez parfaitement raison, et ça, c'est un autre élément qui est fondamental. Il faut rappeler que ces sociétés mésoaméricaines sont des sociétés urbanisées. On n'est pas du tout dans des forêts vierges avec des petits groupes. Mexico-Tenochtitlan, c'est 300, peut-être 400 000 habitants. Et là, dans cette société préhispanique, la prise en charge des enfants est systématique. C'est-à-dire qu'il y a des collèges pour les fils des nobles et les filles et garçons, mais il y a aussi des écoles pour les plébéiens. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 5 ou 6 ans, les enfants sont enlevés à leurs parents et ils sont élevés. Et donc, il y a une modernité, entre guillemets, ça n'a pas beaucoup de sens en parlant de la Mésoamérique, mais pour que l'on puisse comprendre, qui est assez extraordinaire. Autrement dit, le fait d'apprendre est déjà quelque chose qui est intégré. Le fait d'être séparé des parents et d'aller dans un collège, c'est aussi intégré. Le fait d'avoir une discipline scolaire, tout cela fait partie déjà d'une tradition. Et donc, c'est relativement facile pour les franciscains. C'est comme si on gardait l'école et on changeait les programmes. Alors évidemment, c'est plus compliqué, mais il y a là aussi une situation extrêmement favorable qui explique pourquoi ça a marché. Ça a marché parce qu'en plus, ça s'inscrit dans le temps et du coup, la première génération a connu le monde d'avant la conquête, mais progressivement, ce sont des enfants qui sont nés dans un monde déjà colonial et du coup, pour lesquels il y a une forme d'évidence encore plus grande, encore une fois pour les fils et filles des élites, à y aller. Alors, il y a des choses en revanche qui sont beaucoup plus compliquées. Le fait qu'au début, on doit se comprendre par signes, qu'il n'y a tellement pas d'équivalence entre le latin, le castillan, que d'ailleurs ces franciscains flamands ne parlent pas eux-mêmes, et le nahuatl, la langue locale, qu'il y a des phases d'incompréhension, en tout cas il y a beaucoup de difficultés avant d'arriver à trouver des bases communes ou des éléments sur lesquels on pourra ensuite faire pédagogie et faire apprentissage.
Alors, vous savez, j'ai essayé, à partir des informations que nous avons, d'essayer de reconstituer toutes les étapes de ce processus qui est extrêmement complexe. D'abord, on n'apprend pas aux Indiens l'espagnol. L'espagnol n'est pas une langue qu'on apprend, je veux dire. La langue par excellence à l'époque, et ça, c'est le monde européen du XVIe siècle, c'est le latin. Donc, si on apprend une langue, on va apprendre le latin. Et donc, c'est la tâche de ces religieux était de mettre ces Indiens face au latin. Mais pourquoi face au latin? Parce qu'il fallait, première chose, apprendre les prières par cœur, qui sont évidemment des prières en latin. Donc, il y a une exposition immédiate de ces enfants à deux choses. D'abord à cette langue bizarre, nouvelle qu'est le latin, mais à mon avis, c'était encore plus déconcertant à ces griffes, à ces espèces de pattes de mouche, de choses bizarres écrites sur du papier qui n'avaient aucun équivalent dans leur monde à eux. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un message et que ce message renvoie à autre chose n'existait pas dans leur société. Donc il y a là, et j'ai essayé de restituer ce double défi, simplement entrer dans une langue comme le latin, et finalement ce n'était pas plus difficile pour ces enfants que pour moi quand j'ai appris le latin en classe de 6e, je veux dire. Mais ce qui était très surprenant, c'était ces papiers qui parlent. Puisque le caractère alphabétique permet de noter la parole, alors que les systèmes préhispaniques fonctionnaient totalement autrement. Le système préhispanique, on n'a pas le temps ici d'entrer dans des détails, mais c'est un système qui fonctionnait à la fois sur des ensembles de symboles, mais en même temps sur un dialogue continu avec une mémoire orale. Donc on fonctionnait un codex, on lisait un codex tout en sollicitant une mémoire orale. Là, on est devant autre chose. Et c'est là-dedans qu'ils vont entrer. Et ça crée d'ailleurs, et moi ça m'a beaucoup fait penser à des questions qu'on peut discuter aujourd'hui, il y a eu une fracture très forte entre ces enfants qui pouvaient lire et écrire, qui commençaient à parler le latin, et leurs parents. Un petit peu comme aujourd'hui, sous d'autres formes, ce qu'on appelle la fracture digitale, c'est-à-dire entre une génération qui a vécu dans le monde alphabétique et puis des enfants qui vivent avec des smartphones. Et là, ça a été un élément décisif aussi pour la colonie. Ça a créé un antagonisme immédiat entre des enfants qui étaient face à des parents incapables de lire et d'écrire. Donc l'enfant servait d'intermédiaire et l'enfant tout à coup pouvait acquérir un pouvoir qu'il ne devait pas avoir dans ces sociétés. Je veux dire, les enfants sont soumis à leurs parents. Ce sont les parents qui sont les dépositaires du savoir. Et là, c'est extrêmement intéressant. On voit une rupture comparable à celle que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens âgés, finalement, ont un savoir qui est considéré dans le Mexique du XVIe siècle comme idolâtrique, comme passé, comme à détruire. Le savoir, c'est celui qu'ont ces enfants. Alors évidemment, ils vont grandir et ils vont devenir à leur tour des adultes. Mais il y a aussi un moment qui est passionnant, justement, où il y a ce basculement, où il y a des générations qui passent dans le monde alphabétique. Et ça, évidemment, ça a été décisif pour la consolidation de la domination coloniale, puisqu'on avait des gens qui, non seulement entraient dans la culture ou la civilisation européenne, mais en plus savaient qu'ils avaient entre les mains quelque chose, un plus, qui les mettait à part dans la société indigène. Ces gens, il fallait en même temps leur laisser des formes de marge ou des formes de jeu avec la pure imposition d'un modèle espagnol, dans la mesure où il y a des choses qui n'étaient pas traduisibles d'une langue à l'autre, il y a des choses qui ne pouvaient pas être répétées, et puis on comprend qu'il a fallu que les colonisateurs, qui effectivement étaient peu nombreux, admettent que par exemple les Indiens continueraient à chanter, à danser ou à avoir des formes rituelles qu'ils essaieraient de tirer vers le christianisme, mais il valait mieux les tirer vers le christianisme en christianiser le contenu que d'essayer de les abolir totalement. Alors, la colonisation, dans ce contexte américain, c'est toujours une négociation. Et c'est toujours une négociation entre des gens qui occupent des positions de pouvoir. Et là, évidemment, quand on parle de ces Indiens, on parle toujours des élites. Il faut bien se dire qu'il y a une aristocratie, il y a une noblesse. On est comme en Europe. Et que ces gens qui ont le savoir du pays, qui connaissent la langue, qui connaissent le passé, ont un pouvoir considérable face aux Espagnols. Les Espagnols, souvent, sont des gens analphabètes. Eux sont des gens lettrés.
C'est-à-dire qu'ils ont accès en plus à l'écriture et on a un corpus assez extraordinaire de lettres en latin expédiées par ces Indiens à Philippe II. Parce qu'évidemment, quand on écrit au roi d'Espagne, on ne va pas écrire en espagnol. C'est une vulgarité. On écrit pourquoi on écrit en latin? On écrit dans la langue de Dieu. La langue de Dieu, c'est le latin. On est dans le monde catholique. Et donc, on a une société où les intermédiaires indigènes sont tellement importants qu'ils gardent une marge de manœuvre. Et que pour que le système marche, il faut fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Et puis, il faut rappeler aussi que la colonisation, ce ne sont pas simplement des intérêts religieux, il y a des intérêts politiques qui peuvent être contradictoires avec la religion. Il y a des intérêts économiques extrêmement puissants. Ce qui fait que là-dedans, ces sociétés indigènes, à travers leurs leaders, vont conserver pendant un certain temps une marge de manœuvre importante. Ce qui va affaiblir cette première société coloniale, ce sont les épidémies. Il y a certains moments où les épidémies vont s'abattre sur la population indigène et les indigènes en eux-mêmes vont cesser de représenter une espèce de menace ou de poids gigantesque dans la société parce que les Espagnols ont l'impression que tous les indigènes sont en train de disparaître. Mais pendant le XVIe siècle, il y a encore cette présence très forte de cette noblesse et de cette aristocratie. C'est une anecdote, je ne sais pas si elle est intéressante dans un podcast, mais il y a quelques années, le président mexicain López Obrador a demandé aux Espagnols de s'excuser pour la conquête du Mexique. Et en Espagne, il y a un grand d'Espagne, un aristocrate extrêmement important, le duc de Moctezuma, qui a répondu à López Obrador en disant que le président du Mexique était en train de dire une absurdité, que lui, en tant que descendant de Moctezuma, ayant non seulement du sang indien, mais du sang de la dynastie, considérait que l'Espagne n'avait pas à s'excuser. C'est vous dire l'intégration de cette aristocratie et de cette noblesse dans le monde espagnol lui-même. C'est évidemment, ce sont des réalités qu'on ne peut pas juger à partir de l'histoire coloniale de la France, même de l'histoire coloniale de l'Angleterre. La noblesse indigène, l'aristocratie indigène était considérée avant tout comme une noblesse et une aristocratie, et comme telle, elle a été intégrée dans le système espagnol. Encore une fois, pas parce qu'il y avait une tolérance ou une ouverture à l'autre, ça n'a rien à voir avec ça, c'est parce qu'il y a des préjugés sociaux qui signifient qu'être indien ou pas mexicain, indien ou pas, être noble, c'est fondamental dans la société d'Ancien Régime. Et on est au XVIe siècle, on est en Espagne, et ce sera le cas d'ailleurs en France jusqu'à la Révolution. Pour revenir un petit peu sur cette question du rituel, est-ce qu'on peut donner un exemple? Je pense dans votre livre, il y a des questions sur la musique, ou il y a la fête de Noël, sur la manière dont des franciscains, en tenant compte effectivement de cette nécessaire négociation avec les élites locales, ont cherché à la fois à maintenir des traditions locales, ou en tout cas à tolérer des traditions locales, tolérer au sens banal du terme, hein, en tout cas à en tenir compte, tout en les christianisant. Autrement dit, quelles sont les formes rituelles préexistantes qui ont pu être chargées d'un contenu chrétien, parce que finalement c'était la façon la plus simple de procéder. Alors là, c'est une question fondamentale et très difficile pour l'historien, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que cette christianisation est passée par l'essentiel, par la musique, par les chants et par le théâtre. C'est pour ça que j'ai consacré la fin du livre à une réflexion sur la manière dont on peut, à partir de Pina Bausch ou d'Hofechter, essayer de faire parler ces archives. Dans les archives, évidemment, par définition, nous n'avons que des textes. Et nous avons toujours l'impression que tout se passe par des échanges verbaux, par des textes, des lectures de textes, etc. Les contacts ne se sont jamais passés comme cela. Donc il y a toute une dimension qui est une dimension au niveau des sons, au niveau de la mise en scène, au niveau des couleurs, au niveau des rassemblements festifs qui ont servi de creuset dans lequel des éléments chrétiens et des éléments préhispaniques se sont rencontrés. J'ai l'occasion d'aller beaucoup enseigner au Brésil, en Amazonie, à Belém do Pará. Il y a chaque année fête de la Vierge qui réunit dans les rues, il y a 2 grandes processions avec 2 millions de personnes. On peut raconter avec des mots ce type de festivité, évidemment, on peut l'analyser, mais on n'arrive pas à comprendre la force que peut avoir un rassemblement de 2 millions de personnes sous le soleil équatorial pendant 2 jours. Et là, nous n'avons pas, malheureusement, nous pouvons simplement essayer de restituer
tout cet environnement qui est fondamental, qui est au niveau non pas des textes eux-mêmes, mais de la façon dont ces textes étaient mis en scène, étaient chantés, étaient accompagnés de musique. Et on sait en particulier que les Indiens qui avaient, depuis l'époque préhispanique, une pratique qu'on appelait le quicatl, qui est le chant dansé, c'est-à-dire on chante et on danse en même temps, c'était fondamental, il y avait des milliers de personnes qui dansaient en même temps. Cette pratique a été acceptée par l'Église, elle a été christianisée, et que les Indiens, à l'intérieur de l'Église, et ça c'est très important, maintenaient cette pratique, ce rituel qui consiste à danser, à chanter en même temps, à être accompagné par des tambours, par des flûtes, et en quelque sorte à exprimer leur rapport avec leur divin à travers cette surexcitation qu'étaient ces danses multitudinaires. Et cette voie d'accès qui est typiquement préhispanique, c'est-à-dire par la danse et le chant, on accède à l'au-delà, eh bien ça rentre dans leur christianisme. Et l'Église accepte. L'Église accepte, elle christianisme plus ou moins, elle négocie, mais elle accepte. Et ça, évidemment, en 1583, qui est la date du livre sur lequel j'ai basé mes travaux, 1583, c'est déjà après le Concile de Trente, c'est dans une Europe où l'Église est devenue extrêmement stricte, où tout ce qui est profane est banni, c'est extrêmement surprenant. Mais là, il faut se rappeler que nous sommes pas encore dans l'Amérique latine, on est dans l'Amérique espagnole. L'Amérique n'est pas l'Europe. Et les règles en Amérique ne sont pas les mêmes. Et ça explique, encore une fois, la marge de manœuvre à laquelle on a fait référence, où les Indiens arrivent à conserver un élément finalement fondamental qui est le mode d'accès au divin. Alors que le divin soit toujours préhispanique, soit métis, mélangé ou soit chrétien, le mode d'accès est le même. Est-ce qu'on peut revenir un instant sur la nécessité qu'ont eu des colonisateurs, et en particulier ces religieux franciscains, d'apprendre le nahuatl, de traduire en nahuatl des concepts, des idées, des prières qui étaient en latin, qui étaient chrétiennes, et aussi la difficulté que ça imposait. Vous citez un moment l'évangile selon saint Jean, au commencement était le verbe, et le verbum en fait disparaît de la version nahuatl parce qu'il est pas traduisible, ou en tout cas si on le traduisait, on serait trop loin du sens initial parce que c'est des langues qui sont absolument irréconciliables sur plein de plans. Et du coup, il y a à la fois cet effort d'acquisition d'une langue indigène, et en même temps, c'est un effort qui n'aboutit pas totalement dans la mesure où il y a des choses intraduisibles, où il y a des choses qui restent de côté. Alors, il y a une valorisation de la langue indigène qui est assez extraordinaire. Il y a la remarque d'un des premiers évangélisateurs qui répond à des questions qu'on lui pose en Europe, mais pourquoi passer tout ce temps à étudier la langue des Aztèques, à faire des grammaires, des vocabulaires, etc. Et il dit, mais la théologie, la véritable théologie, c'est la langue. Et là, il y a une intuition extraordinaire, évidemment, puisque la langue, c'est pas simplement une façon de dire avec d'autres mots la même chose, c'est mobiliser toute une série de concepts et surtout un rapport au réel qui est absolument différent. Et donc, dès le début, il y aura cette idée que la langue indienne doit être, en quelque sorte, et là encore on retrouve l'ambiguïté de la colonisation, doit être grammatisée, c'est-à-dire doit être colonisée. Parce que cette langue, on va en faire des grammaires, on va faire des dictionnaires. Donc évidemment, on va la transformer. Oui, on la fait rentrer dans des cadres européens qui sont les nôtres. Qui la domestiquent. C'est-à-dire qu'on va la considérer comme une langue. La notion même de langue est une notion absolument européenne. Je veux dire, le modèle étant le latin. Et là, le modèle est le latin, donc on va faire rentrer cette langue dans ces cadres du latin. Et puis, l'idée qui va surgir très vite, c'est de créer un corpus en langues indiennes. D'où la traduction. Il y a un best-seller du XVIe siècle qui est pratiquement inconnu aujourd'hui, qui s'appelle l'Imitatio Christi, l'imitation de Jésus-Christ, qui va être traduit au moins 4 fois en nahuatl. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ces Indiens qui lisent, ou qui écoutent la lecture, parce qu'il y a beaucoup d'Indiens qui ne lisent pas, mais à qui on lit les textes, puissent accéder à une littérature spirituelle. Donc il y a la grammatisation d'une langue, une espèce de colonisation de cette langue, et puis il y a la constitution d'un corpus. Et ce corpus va être considérable. Et
l'idée d'imposer l'espagnol est une idée qui va venir bien plus tard, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. C'est au XIXe siècle que le Mexique indépendant va interdire aux communautés indigènes d'utiliser officiellement les langues indigènes. Mais jusque-là, ça paraît tout à fait normal que les Zapotèques écrivent en zapotèque, les Mayas en maya, et ça explique le maintien de ces langues qui vont évidemment profiter du support écrit pour créer des traditions. Du côté des Mayas, elles sont aussi extrêmement riches, grâce à la manière dont l'écrit permet de fixer et de protéger contre une certaine disparition, mais en même temps en sacrifiant autre chose, parce que dans le mode d'expression indigène, et vous l'avez compris à travers ce chant dansé, la partie performance, la partie orale, la partie musicale, les sons, etc. sont fondamentaux. Évidemment, l'écrit filtre, mais il conserve un certain nombre d'éléments. Parmi ces écrits, il y a celui donc, qui est fondamental, dont vous montrez l'importance, qui est cette Psalmodia Christiana de 1583, imprimée par un imprimeur français au Nouveau Monde. Alors, peut-être on peut dire un mot de cet imprimeur français, parce que vous dites à un moment que son atelier d'imprimerie, c'est comme un microcosme de cette société coloniale en train de s'élaborer, puisque vous avez des religieux pour le contenu, des imprimeurs laïcs pour les opérations techniques, des indigènes pour la langue nahuatl, puis toute une série de petits métiers, d'autres intermédiaires. Autrement dit, c'est un peu ce monde colonial en réduction où tout se joue autour du texte, et d'un texte qui doit à la fois être commun, parce que le contenu, c'est un contenu chrétien, mais en même temps un texte partagé, parce que la langue est celle des indigènes. Exactement. Alors, cet imprimeur en particulier, qui s'appelle Pierre Rochard, est aussi intéressant parce que, bon, il n'y a pas que les Indiens qui sont intéressants, ni que les Espagnols. Il y a évidemment des Flamands, on en a parlé, qui viennent de l'Europe du Nord, mais il y a aussi des Français. Et l'histoire de ce Rouennais, qui est un adolescent qui quitte Rouen vers 16-17 ans parce qu'il n'est pas bien à Rouen, et qui va à Séville. Séville, à l'époque, c'est comme aller à New York ou à Shanghai. Je veux dire, c'est la porte du monde. Il va rester 18 mois en Andalousie, et puis il va prendre un bateau et il va arriver au Mexique. Au Mexique, il va faire toute une série de petits métiers, et puis au bout d'une quinzaine d'années, il va épouser la veuve du premier imprimeur mexicain. Et ce personnage qui n'avait pas la vocation d'imprimeur, je veux dire, qui n'a rien d'un intellectuel, va devenir une figure essentielle de la production de livres au Mexique, livres qui sont imprimés, qui sont produits en langues indigènes. Et il faut imaginer que c'est la première fois que, dans une quantité proto-industrielle, l'imprimerie Gutenberg produit des livres dans des langues qui ne sont pas des langues européennes ou qui n'appartiennent pas aux vieux savoirs européens, le chaldéen, etc., qui faisaient partie des humanités. C'est aussi une première, je veux dire. Et ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait fondamental. Et c'est intéressant aussi de penser que, finalement, ce nouveau monde ouvre des perspectives absolument inimaginable quand on est un petit Normand de la France du XVIe siècle et qu'on se retrouve ensuite à imprimer cette Psalmodia Christiana, tout de même 500 pages, où il y a pratiquement uniquement du nahuatl, c'est-à-dire la langue des Aztèques, et puis des intertitres en latin, je veux dire. Imprimer un texte en nahuatl, je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte, ça veut dire qu'on a des gens, des correcteurs. On a des éditeurs, on a toute une série d'experts dans l'atelier d'imprimerie qui sont capables d'imprimer un texte dans une langue qui n'est ni le grec, ni le latin, ni l'hébreu, ni le français, ni l'espagnol. En tout cas, pour moi, ce sont des expériences qui me fascinent. Peut-être pour terminer, un personnage d'Indien latinisé, mais qui vient gripper un peu les rouages de ce système. Il est exécuté en 1539 parce qu'on s'est rendu compte qu'il posait une menace finalement pour la monarchie espagnole. C'est Carlos Ometochin, qui à la fois maîtrise le latin, mais qui n'est pas dupe pour autant, ou en tout cas il est latinisé sans être totalement converti. Il est quelqu'un qui a pu maîtriser un savoir, mais sans être rallié ou transformé en entier. Mais c'est quelqu'un qui a eu un sort très malheureux puisqu'il est mort sur le bûcher, mais qui en quelque sorte a été le victime de sa modernisation. C'est-à-dire il a réfléchi sur ce qu'on lui enseignait et il en a conclu qu'après tout, toutes les religions se valaient.
Et c'est ça qui est terrible et qui ne lui a pas été pardonné. Puis il dit, il y a une façon d'être chrétien comme les franciscains, une autre comme les dominicains, chacun sa façon de croire. Nous avons la nôtre, nous les Indiens, et aucune raison pour que nous abandonnions. Et donc il y a un relativisme, et ça c'est absolument révolutionnaire. L'idée de comparer des religions et de considérer qu'après tout, chacun suit la religion qui est la sienne. Et c'est pour finalement, c'est parce qu'il est arrivé à ce type de raisonnement qu'il est devenu évidemment insupportable pour les autorités ecclésiastiques. On formait des Indiens, on les latinisait pour les intégrer dans la chrétienté, et non pas pour avoir des gens... Oui, pour qu'ils deviennent des relais ensuite dans différents villages et qu'ils aillent ensuite prêcher, convertir, apprendre des prières, et pas... Et pas pour qu'ils aient un regard distancié sur les religions, en se disant, après tout, votre religion c'est intéressant, la nôtre c'est aussi bien, et puis toutes les religions se valent, et ça, alors là, ça ne pouvait pas passer. Alors c'est un cas exceptionnel, hein. Il y a certainement d'autres Indiens qui ont dû penser la même chose, mais qui, évidemment, ne l'ont pas verbalisé, en tout cas savaient ce qu'ils auraient risqué. Cela dit aussi dans cette affaire, parce que tout ça est toujours très compliqué, ces grandes familles indigènes sont traversées par des failles entre des groupes de collaborateurs, de gens qui choisissent l'Espagne et qui savent qu'il n'y a pas d'autre solution, et puis de gens qui veulent pas lâcher le passé. Et dans son cas, s'il a été arrêté et dénoncé, c'est d'abord parce qu'une partie de la famille a voulu se débarrasser de ce personnage extrêmement encombrant qui risquait de causer des problèmes avec l'Église, avec l'ordre colonial. Et donc, au départ de ce drame, parce que c'est un drame, brûler sur le bûcher, c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Il y a d'abord un conflit au sein de la société indigène, au sein de ses élites. Cela dit, il a été condamné par l'Inquisition, mais son discours lui-même est assez passionnant, parce que quand on le traduit en espagnol ou en français, déjà cette prise de distance par rapport à la religion est quelque chose qui est, pour moi, enfin c'est une thèse sur laquelle je travaille actuellement, je pense qu'il y a une modernité qui est apparue à cause de la mondialisation ibérique et en Amérique. Justement à cause de ce perpétuel affrontement entre notre monde à nous et d'autres mondes. Et que là, se sont passées des choses extrêmement fortes que nous ne connaissons pas, parce qu'on continue de faire une histoire d'abord franco-centrée et ensuite très eurocentrée, mais qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de la constitution de la modernité européenne, qui s'est passé justement dans ce nouveau monde, dans ces zones de contact et d'affrontement. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent ? Je pense que c'est intéressant de se remettre, c'est ce que je fais actuellement. Je suis en train de relire Michel de Montaigne, les essais. Pourquoi ? Parce que, et c'est la suite de ce que je viens d'expliquer, je travaille sur des lettres qui sont des lettres des migrants qu'on a conservées, qui sont partis de l'autre côté de l'Atlantique, qui écrivent depuis le Chili, le Pérou, le Mexique, qui écrivent en Espagne, à leurs femmes, à leurs parents. Et dans ces lettres, il y a des choses tout à fait étonnantes, et en particulier, justement, la transformation du soi, le rapport à soi. Je suis là en train de présenter un document où un de ces Espagnols explique « je ne suis plus le même homme. Vous n'allez pas me reconnaître. Le fait d'être là-bas m'a changé complètement. » Il y a quelque chose qui se passe et que moi je mets en lien avec la mondialisation ibérique, avec le fait que ces familles fonctionnent sur des échelles atlantiques, c'est-à-dire elles sont dispersées avec des milliers de kilomètres et il y a une transformation. Et c'est intéressant de voir qu'exactement à la même époque, on a évidemment les fameux essais de Michel de Montaigne, de comparer un petit peu qu'est-ce que c'est que le soi dans le monde de Michel de Montaigne, et ça me permet le plaisir de me remettre dans un classique, et puis qu'est-ce que c'est que le soi en Amérique ? Et on a des documents. Et c'est intéressant de voir comment il y a des choses qui apparaissent dans un contexte qui n'est pas celui d'une réflexion intellectuelle comme celle de Montaigne, ou qui n'est pas celui des guerres de religion de la France du XVIe siècle, mais dans un tout autre contexte, parce que ce sont des gens qui se retrouvent tout à coup sans attache, extrêmement mobiles, peuvent se trouver à Panama, puis ensuite à Cusco, et puis revenir à Mexico, et qui se transforment intérieurement. Voilà pourquoi je suis revenu en particulier au troisième
troisième volume des Essais de Montaigne. Merci beaucoup Serge Wilimski. Je rappelle le titre de votre livre « Quand les Indiens parlaient latin, colonisation alphabétique et métissage dans l'Amérique du XVIe siècle ». Merci à vous, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.